Bonjour à toi, citoyen de l'unification. On est aujourd'hui au studio de Dernière Lune avec une légende vivante du jeu de rôle varois. J'ai réussi à inviter dans le studio celui qu'on appelle le Dice Dealer, tu vois, en hommage à Frazetta. Il est l'homme qui m'a mis les premiers jeux de rôle dans les mains. Il a très certainement été un de ceux qui a le plus influencé Dernière Lune à son insu. Mesdames et messieurs, Chocho dans le studio. Stéphane, bonjour. Salut, Chocho, c'est bien, j'aime bien. Stéphane, c'est que ma mère qui m'appelle comme ça Okay. quand je suis en situation Ouais. Stéphane. On va garder Chochos pour les intimes. Vous êtes nombreux à avoir croisé sa silhouette dans toutes les conventions varoises. Il a eu la boutique de mon enfance et m'a mis dans les mains des ouvrages majeurs. Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Eh bien, j'ai bien entamé la cinquantaine, je me rapproche de la soixantaine. J'ai eu une boutique de jeux de rôle. La légendaire Chochos. Chochose, qui a été un moment pour moi absolument génial parce que j'arrivais à partager ma passion et mon métier en même temps. Et Ouais. ça, c'est top. Ouais, je suis un jaloux. Tu fais partie des gens qui arrivent à vivre de leur passion. C'est fabuleux, mec. C'est maintenant je ne suis que passionné. Ouais, Voilà. mais je crois que c'est cool aussi, hein, ça te file un super recul. C'est certainement un des gars que je connais qui a ouvert le plus de bouquins de jeux de rôle et on va le consulter pour voir quelles sont les méthodes pour écrire un bon scénario. Mais avant, on va parler un peu des influences. Ça te va ? Ça m'a. Moi, je suis arrivé chez toi, je jouais à Elric Stormbringer. Les classiques de Moorcock. Dedans, je faisais n'importe quoi. J'avais déjà rajouté 450 races qui n'étaient pas inclus dans l'écriture originale. Ça, c'est. Voilà. Bah, après, après, tu fais ton jeu. Et tu m'as mis dans les mains, je pense, les deux ingrédients décisifs de Dernière Lune. Il y a eu Deadland. Ouais. Ça, c'est du jeu, ça. Tu m'as dit, ah ouais, vas-y, mais fais autre chose. Tu vois, et Deadland, l'arrivée des cartes, qui est pas innocent dans Dernière Lune. Clairement. Fabrice, t'es un gros fan de western, et puis tu défendais ce jeu, genre c'est un banger, quoi. Mais c'est un banger. Clairement. Et ma deuxième influence aussi, mais alors très caractéristique, et donc là je viens un peu plus tard vers toi, et tu me dis, tiens, prends ça, c'est de la bombe, et tu me mets dans les mains Darkers. Dark. Je l'adore ce jeu. Là je me prends, tu sais, ce premier JDR où il y a tellement de mystères, et puis en même temps où il y a une fin, et je découvre cette nouvelle perspective, tu vois. Je pense que c'est deux des grosses influences que tu me mets dans les pattes, Deadland et Darkers, qui vont, nous filer un peu une touche western, c'est-à-dire on va kiffer ça, on va approcher les cartes avec Deadland, et puis Darkers, la narration, tu vois, les stalites, toute cette vérité mystérieuse. La découverte au fur et à mesure, les années qui passent, les découvertes qui se révèlent au grand jour. Et ça c'est bon. Si t'avais un top 3 encore aujourd'hui et que je me repointais une énième fois devant toi, tu me mettrais quoi dans les mains comme jeu de rôle aujourd'hui ? Tu maintiens quoi ? Alors, je maintiens Deadlands et Darker. Okay. Franchement, ouais, ça c'est obligé. Et je reviens aussi aux sources, parce que sans donjon, j'aurais jamais démarré. Ok. Maintenant, c'est un bon démarrage, mais faut savoir le lâcher et justement découvrir autre chose. Et ça, c'est important, c'est découvrir autre chose, aller rêver ailleurs. Alors, tu vois, moi, je suis dans une phase de responsabilité, là. Je vais devoir me taper l'écriture du scénario de base. On a beaucoup bossé, on a pas mal d'idées. Et puis, on flippe. C'est quoi un bon scénario de base, tu vois ? La responsabilité, quoi. Alors, en une seule histoire de défendre ton lore, tu vois ? Alors, si tu veux, dans un jeu qui est original, il faut que tu fasses un scénar original. Alors, il y a plein de manières d'être original. Mais je pense que pour un scénario de découverte, pour vraiment, pourquoi pas après lancer une campagne ou autre, hein, il faut que les joueurs voient ce qui est différent. Qui voient en fait la singularité, quoi. La singularité, les différentes possibilités qu'il peut y avoir dans le jeu. T'as quelque chose qui est unique dans ton univers, hein, c'est les fuels. Ouais. Donc forcément, alors je dis pas que forcément il faut qu'il y ait un perso fuel, mais ils peuvent être confrontés à des fuels, par exemple. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que c'est le premier truc sur lequel je me suis jeté, c'est-à-dire d'essayer de me dire qu'est-ce qu'il y a chez nous qu'il n'y a pas ailleurs, tu vois, et d'essayer de
de construire un scénario avec ça, et puis Fabrice me disait non mais c'est pas la bonne méthode, tu vois, c'est pas comme ça qu'on écrit un scénario, tu vois, c'est comme ça qu'on fait une campagne de pub, c'est comme ça qu'on agence marketingement, tu vois, mais c'est pas comme ça que t'auras une bonne histoire. Comment t'écris tes scénarios, c'est quoi la méthode, comment on fait une histoire qui tue pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on envoie des tips, tu vois? Déjà, il faut avoir un arc scénaristique, un début, une fin. Après, t'as des étapes au milieu, plusieurs étapes. Pour un jeu, pour un scénar découvert, c'est bien d'avoir un petit peu de découverte du lore, vraiment. Okay. Il faut avoir aussi un petit combat, c'est bien d'avoir un petit combat. Ouais, on fait couler le sang, ça me paraît essentiel. Ouais, pas forcément celui des PJ, mais un petit peu quand même, un petit peu quand même, voilà. Faut les mettre un peu en situation de stress, normal, et puis qu'ils aient des révélations. Là, je parle pas des personnages, je parle des joueurs. Faut qu'ils se disent, oh putain, mais il y a ça dans cet univers. Oh, mais le truc de fou, quoi. Donc ouais, le bon scénario, c'est un scénario qui pose des questions, c'est pas un scénario qui pose des réponses. Ah non, il faut au contraire, faut que le joueur il ait envie d'en savoir plus. Ok, je trouve ça cool. Je te cache pas qu'on a essayé une multitude de scénarios. Le premier scénario que j'ai écrit était un peu un contresens de l'univers, tu vois, il présentait une trahison dans l'unification, c'est-à-dire de montrer que l'unification n'était pas fiable. Pas tout de suite. Ouais, je me suis fait retoquer direct en disant attends, on n'a pas encore confiance dans les autres races, que déjà ça trahit. Je suis là, ouais, il est un peu tôt, excusez-moi. C'est une possibilité dure, on m'a encouragé à, tu vois, à écrire plus dans l'axe, à mettre un truc avec qui m'enseigne la bête et tout. Moi j'ai une vieille méthode de scénario qui est qu'au départ j'écris 4 points d'interrogation: où, qui, quand, quoi, comment. Souvent ça va être un spot, un lieu. Des fois même je pars d'une musique, genre j'écoute mon player, tu vois, sur Spotify, il y a un truc qui trash, je commence à imaginer une scène et je me dis ah ouais, on va démarrer sur un convoyeur en flammes, scène d'ouverture hyper violente. Ça c'est du jeu, ça. Partage-nous tes méthodes, comment tu fais? En général, moi j'ai un flash, en fait, tout simplement. Je vis ma vie tranquille et tout d'un coup, peut-être une situation, mais il y a quelque chose qui apparaît en fait. Et là, je me dis putain, mais ça, il faut le mettre dans une partie. Et forcément, après, je vais aller me rapprocher de ça. Après, j'aime beaucoup aussi me servir des bouquins. Voilà, tu vois, quand tu t'explores le lore, tu dis, ah, putain, mais là, dans ces 3 phrases-là, il y a quelque chose. Il y a un début de campagne. Il y a quelque chose à faire. Donc, l'exploration du lore est hyper importante quand tu veux maîtriser. Il faut que tu connaisses le lore. Tu dois pas juste le parcourir et t'arrêter sur le système de règles. Merci. Voilà. Merci. Après, le système de règles, ça je l'avais dit, c'est Gigax qui l'avait dit, c'est les dés servent à faire du bruit derrière le paravent, là il n'y a pas de dés. Ouais. Du coup, tu peux faire juste du bruit derrière le paravent, puis en plus s'il est bas, t'es ridicule, quoi. Donc là, en fait, là, tu peux juste toucher les cartes, faire comme ça, tu peux tu menaces un peu, tu mets ta main sur le paquet de cartes. Ouais, tu peux monter la tension, voilà, c'est sûr aussi. mais voilà, globalement, pour jouer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être prêt à réagir à tes joueurs. Okay. Quand t'es maître. Et quand t'es joueur, il faut te laisser porter, quoi. Et être imaginatif. Ton maître de jeu, il va attendre de toi que tu te sortes les doigts du cul, quoi. Que t'es là pour prendre des décisions. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand je travaillais sur le scénario avec Fabrice il y a pas longtemps, on discutait des fois de la valeur narrative, c'est-à-dire toi t'écris un super truc, c'est un voyage épique, tu traverses monts et marais, les ciments neigés et tout, et en vrai en jeu ça prend 5 minutes. Tu vois, ils ont fait 1000 km, tu vois, tout le monde a fait 2G en escalade, on s'en bat la race, tu vois, c'est passé super vite. Et puis, tu vas prendre, je sais pas, en otage, un gobelin dans une ruelle, tu vois. Et là, ça y est, c'est parti. On aura 40 minutes de débat entre les joueurs. Ah ouais, après tu sais, justement, pour les passages comme ça, longs, où ça va jouer 5 minutes, c'est bon aussi, de temps en temps, de sortir une petite illustration, un petit truc comme ça, tu vois, pour
permettre aux joueurs de se projeter un petit peu dans la galère de la traversée d'un glacier plein de failles et de dangers potentiels. Ouais, je suis un amoureux, tu sais, des explorations, des expéditions, tu vois, et j'étais souvent surpris que, passé ma description, en fait, tu laissais aucun jeu à tes joueurs, ils étaient là, ok, on marche, quoi. Tu vois, genre... Après, ça dépend de ta table. Il y a des joueurs qui sont très très passifs, qui vont attendre en fait du maître de jeu, qui les nourrissent, qui les nourrissent. Tableaux, quoi. Et t'as des joueurs qui vont dire ouais, mais par exemple, la lune, elle est de quelle couleur en ce moment? Elle est rousse ou elle est plutôt bien ivoire éclatante? Ouais, pas évident de décrire le scénario absolu. Puis après, tu te poses des questions sur la durée, tu vois. Je crois qu'on est tous très différents. Y a des mecs qui jouent jusqu'au lever du soleil, qui sont en mode vas-y, en fait une bonne partie de GDR c'est 9 heures, quoi, tu vois. Alors t'as des mecs qui disent passer 1h30 la tension c'est pas la même, très difficile de maintenir ta table sous pression plus de 2 heures. Je pense que ça va dépendre aussi de l'âge de ta table, hein. Voilà. T'es ado, t'as 20 ans, t'as 25 ans, ça te gêne pas d'entamer une partie le samedi soir et de la terminer avec les croissants en allant ensemble à la boulangerie en disant on s'est bien marré. C'est du vécu, hein, j'imagine que c'est du vécu, que toi aussi auditeur t'es pas insensible à ce sujet, quoi. Mais je dirais qu'avec l'âge, t'as la fatigue de la semaine, tu récupères pas de la même manière. Ouais. On a tous vu ce pote piqué du nez, tu sais, dans une scène de combat, tu sais. Gros, tu défends pas. Non, là, c'est avec l'âge, effectivement, on a tendance à faire des parties un peu plus courtes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est en convention, en fait, les parties short. Ouais. C'est 2 heures, présentation du lore présentation du lore des persos et une partie. C'est une performance, hein. Moi j'ai découvert la première fois, c'était très très dur pour moi. J'ai l'habitude de masteriser avec beaucoup de calme, avec ma cafetière, la BO, tu vois. D'un coup il y a ce monde autour de toi, ça gueule dans tous les sens. Un bruit incessant, les annonces au micro, t'as tout, laisse tomber. Ma première partie c'était un vrai flop, hein. C'est un exercice difficile. Si tu prépares ton petit JDR chez toi et que t'as l'habitude de jouer à domicile, hein, tu vois, le match aller va te faire bizarre. Ouais, ton cadre, t'es habitué, t'as ta musique, t'as ton environnement, tu sais que la cafetière est pas loin, t'es bien. Ouais, faut aller vite. Voilà, en conv, t'as pas le temps. C'est fini. T'as pas le temps, t'as 2 heures, tu peux pas faire de petites pauses clope ou e-clope. Ouais, puis avec des joueurs que tu connais pas du tout, t'as des mecs, ils rentrent dans des RP de ouf, t'as des mecs qui ont même jamais joué, quoi. Je te rassure, moi j'ai fait plein de parties et j'ai fait des flops énormes, comme tout le monde. Merci. Comme tout le monde. Après, il y a des parties qui restent gravées. Il y a des parties mémorables. C'est celle-là dont il faut se souvenir. Moi, ça m'a fait évoluer, hein. J'avais l'habitude de jouer dans le confort de mes petits joueurs qui maîtrisent le lore et tout, et il y avait des enjeux sous-jacents, et il suffisait que j'évoque d'anciennes baronnies pour que tout le monde s'offusque. Et donc là, c'est clair qu'en convention, t'as intérêt à créer des vrais enjeux, t'apprends à faire un scénario compact, dynamique, et ça a changé mon écriture. Ouais. Drastiquement. Là, pour Dernière Lune, on est parti sur un truc en 3 actes. Alors, l'idée, c'est aussi... ça, c'est chiant, tu sais, c'est d'écrire pour le mec qui découvre. Ouais. Et en même temps, pour un vieux briscard comme toi qui, à la première page, me dit « Oh putain, c'est une quête à la con. » Tu vois, genre... Parce que des fois, moi, je vais très vite. Hein. Je me suis vu juger très très vite les scénarios de base à l'avant-propos, quoi. Il y a pas de scénario à la con. Si un maître de jeu, si tu connais ton maître de jeu et qu'il te propose un scénario à la con, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Toi, tu dis « On fait confiance. » Quelque chose derrière. Ouais, l'aubergiste, il vous dit que la princesse là-bas... Non, il y a quelque chose. Voilà. Donc, ouais, toi, tu dis faites confiance à vos auteurs, même si le départ te paraît éclaté au sous-sol et que ça te fait un DM10. Faut tourner les pages. Ouais, faut tourner les pages. Et écoute, je suis bien content que t'encourages à ça. Dans mon acte 1, je suis tes conseils. On va faire de la town et présenter le lore. Donc, on arrive vraiment dans une ville typée de Dernière Lune et on va avoir des aventuriers qui vont postuler pour un business. Donc, vraiment
classique, hyper simple à masteriser, tu vois, et qui va proposer un petit concours, une sélection en fait des participants pour ce job, et on va se retrouver à une espèce de joute, de tournoi assez vaste et varié qui vont proposer aux joueurs de tricher, de faire apparaître un peu ton groupe d'aventuriers, tu vois, pour que tu saches un peu avec quoi tu t'embarques à la table. Alors, suivant les aventuriers que tu vas avoir, il y en a certains qui vont effectivement essayer de tricher, de remporter le truc absolument, et puis t'en as qui vont au contraire se mettre dans la position d'être honnête, fiable. Oui, le héros qui sauve la veuve et l'orphelin. Et qui va essayer de trouver quels sont les vils tricheurs qui ne méritent pas leur place. Ouais, bien sûr, voilà. pour dénoncer. Ça, tu sais jamais sur quel type de joueur tu vas tomber. Donc on a vraiment essayé de proposer plein de façons de gagner ce tournoi, tu vois, adapté pour une fée, pour un troll, tu vois, on a 14 races, donc on essaie de se mettre un peu à la place du MJ qui est derrière son paravent et qui gère avec le zoo que sont ses joueurs. Bah oui, Et on lui propose, voilà, un épisode un peu easy, tu vois, un peu simple à masteriser, qui peut mettre en avant plus ou moins de RP, tu vois, c'est le truc qui se contrôle bien, je pense. J'imagine si t'as jamais masterisé, tu te dis bon bah allez, là je me sens quand même, c'est pas super compliqué, il y a des épreuves, il y a plus qu'à quoi. Ouais, après tu verras toujours tes joueurs, ils vont chercher à faire, enfin déjà même dans le choix des personnages, parce que soit tu leur proposes des pré-tirés, soit tu leur proposes de faire leur personnage avant. Sur une première partie d'initiation, c'est vrai que le pré-tiré c'est pratique. Ouais. Ouais, alors ça, moi j'ai été hyper surpris parce que avec Fabrice, quel plaisir de créer des persos, tu vois, on peut mettre 4 heures, moi et Fabrice, à créer un perso, on est hyper long, on en discute, on se marre, ça n'en finit plus, tu vois, il y a déjà un jeu, et j'ai halluciné le nombre de gens qui appelaient au pré-tiré, qui disaient non mais vas-y, on fait confiance aux auteurs, fais un truc haut en couleur, fais-moi un pré-tiré qui tue, je rêve de l'incarner, vas-y, la confiance est là, tu vois, et donc c'était un palier des stretch goals, on va fournir toute une série de pré-tirés, et on avait un pack aussi de Baron d'Arcanis où on proposait à notre commu de venir faire des joueurs qui seraient aussi des personnages dans le livre. Le pré-tiré, quoi. Je sais que t'es client toi aussi. Moi je suis client du pré-tiré, et après, pour d'autres parties, pousser les joueurs à faire leur personnage. Une fois qu'ils ont découvert le lore, une fois qu'ils ont découvert l'univers, c'est très bien. Mais pour ça, il faut qu'ils aient une connaissance de l'univers. Parce qu'un personnage, c'est pas juste des stats. Un personnage, c'est un background. Il faut qu'il ait une histoire. Donc, la première chose à faire pour faire un perso, c'est faire son background. J'abonde. C'est qui ? C'est quoi son enfance ? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Quelles sont ses aspirations ? Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard ? Et après, tu peux commencer à te mettre sur le technique. Mais tu vas d'abord commencer par tracer l'histoire de ton personnage, faire son background. Donc là, tu découvres un univers, avoir un pré-tiré, c'est le bonheur. T'as le descriptif du background du personnage, t'as les stats qui sont déjà faites. Ouais, écoute, t'as une bonne lecture à faire, et puis tu t'immerges en tant que joueur, tu t'immerges directement dans ton rôle. Hello avait en plus trop envie de faire des feuilles de perso en pré-tiré, tu sais, avec une illustration gigantesque qui prend un tiers de la page pour se dire bah voilà, de toute façon on n'a plus besoin de toutes les colonnes, les chiffres on les a, ils sont pré-tirés, c'est vraiment des persos hyper esthétiques. Et a priori elle a galéré à essayer d'intégrer toutes les règles que nous on avait envie de fourrer dans la feuille. Elle était la première à dire joie des pré-tirés. Bah oui. Je le comprends. Pour notre acte 2, on imagine que nos aventuriers ont pris le job et ils vont partir dans une phase qui m'est chère, qui est de l'exploration, de l'expédition. On va dérouler les bornes à dos d'une gigantesque créature sur un malmoth laineux avec toute une série d'appareillages fuel et donc ça va être assez sympa. T'as des gobelins qui dorment sur des hamacs et cette expédition va commencer à s'enliser sur la cartographie du continent, pénétrer dans une grande forêt. Donc là pareil, encore un classique à masteriser. T'as des petits bourbiers de forêt, tu vois, de quoi valoriser tes persos éclaireurs, quoi. Les voyages, c'est toujours intéressant, hein.
Tu m'as parlé de Dark Earth tout à l'heure. Bah ouais. Il y a une des plus belles campagnes que j'ai fait jouer, c'était à Dark Earth, la croisade de la vie en mouvement. Bien sûr. Là, si tu les fais voyager, tu les fais rêver. Ouais, ça c'est banger absolu. Ouais. Moi je trouve que le mouvement c'est cool, quoi. Et faut pas hésiter à faire filer les années sur le calendrier, raconter des sagas, tu vois, faire vieillir les personnages. Je trouve ça super cool. Là, cette expédition est quand même globalement courte, je crois que c'est 500 km. Hein. Mais sur le continent de la dernière lune, 500 km, traverser la rue, c'est déjà jouer ta vie. Donc tu vois, 500, c'est honnête, quoi. Et va terminer cet acte 2 dans une scène qui est une scène d'horreur. Alors ça, c'est dur à masteriser. Là, on met le MJ à l'épreuve. On est là, ok, t'as voulu jouer à la dernière lune jusque-là. Bon, bah c'était cool, on a fait de la town, on a fait un peu de l'explo. L'horreur, des conseils. Comment on gère ça, chose. Est-ce qu'on peut mettre les miquettes à la table? Alors, je dirais, il faut le faire. Ouais, il faut l'apprendre. Il faut le faire. La vie de tous les jours, elle est pas belle. Le jeu de rôle, c'est là aussi pour rêver, mais aussi parfois se rappeler certaines choses. Je me rappelle d'une joueuse à la fin d'une partie qui était en larmes. Waouh. Et qui m'a dit « Elle était bien ta partie, Jojo !» Mec, t'es payé. Moi, je vis pour le partage et l'émotion, et je trouve ça énorme. Ça fait partie énorme respect d'amener un joueur des personnages. Ouais, ça tue. Ouais, énorme respect. Voilà. Et elle continue à jouer avec moi, comme quoi, tu vois. Ouais, comme quoi, on en redemande, quoi, à l'instar du cinéma, hein, tu vois, on aime vibrer, quoi. Donc voilà, là on met le MJ à l'épreuve, on lui donne des outils, hein, tu vois, dans l'acte 2, on est là, bon, cool, fais partir cette expédition au cauchemar, on va s'enliser, fais peser la menace de la bête, existe à ta table, apprends à la contrôler et à faire flipper, quoi. Il faut qu'ils apprennent à flipper. Il faut, ouais. il faut que dans leur tête, ils se disent, je suis pas immortel. Ouais. Et puis... je peux, si je choisis le mauvais adversaire, si je fais le mauvais choix, mon perso peut y rester. C'est vraiment le deuxième challenge de l'acte 2 qui va nous emmener dans cette scène horrifique au fin fond, au très fond d'une caverne pour chasser un Acclaim, une créature isolée à semi-translucide, éloignée de la meute. Ils ont prévu de le capturer, mais voilà, on va partir dans une espèce d'horreur profonde. Était-ce un bon choix? Ouais, il y a beaucoup de PNJ qui vont mourir dans cet acte, tu vois, et essayer aux joueurs de toucher un peu cette maîtrise à la Ridley Scott des premiers Aliens, tu sais, d'essayer de s'inspirer vraiment de petites touches sordides. Alors, faire tomber le PNJ, c'est une manière de dire, de faire comprendre aux joueurs, faites gaffe les gars. Ouais, warning. Mais quand ils se sont attachés au PNJ, c'est d'autant plus intéressant. Oui, c'est ça, c'est l'enjeu, hein. C'est réussir à créer de la proximité avec les PNJ dans l'acte 1, l'acte 2 pour balancer son buste arraché à ses pieds et dire est-ce que t'as compris qu'on avait changé de chapitre? Ouais, avec les yeux qui clignotent en le regardant. Des moments, repeins-le des viscères de ses amis, tu vois, le PJ comprend le message. C'est explicite pour lui. Ouais, surtout si c'était devenu un proche, quoi. Un proche, un ami, un compagnon, voilà. Tu sais, nous on a un tas de races attachantes dans Dernière Lune, des petits vermineux de 60 cm et tout, ça part en flaque tout seul, ça, c'est fantastique. Quand t'es MJ, le système de règles est fait pour, quand tu touches, tu vois, c'est sonore, c'est dans le sonore et le dégueulasse pour citer Miller, tu vois. Mais il faut. On va dans l'acte 3, alors là j'ai fait un choix super particulier. On va arriver dans une enquête. Cette histoire a mal tourné, tout le monde est le dindon de la farce, la gentillesse de l'acte 1 et la bonne foi nous emmène dans une enquête un peu sordide et sombre que je choisis de ne pas résoudre. Donc alors ça c'est très particulier, je suis en mode maître de jeu, démerde-toi. Voilà des faits, des preuves, des indices, tu es grand, on s'est fait tout le bouquin de master ensemble, je t'ai filé des conseils, à partir de là, je te fais confiance, quoi. Il faut donner de la latitude aux MJ, bien sûr, c'est obligé, il faut pas non plus les restreindre. Ouais. Je désigne pas le coupable, hein, tu vois, alors on est pour, on est contre, j'imagine, faites-moi part de votre position dans les commentaires. À cette heure-ci, je souhaite que l'épilogue soit dans vos mains.
Après, il y a peut-être une part de responsabilité partagée entre différents PNJ, il va savoir. Ouais, c'est ça, tu vois, je suis en mode faut que l'histoire se fasse, il y a un enseignement vers l'autonomie. Ouais, dire un tel c'est le coupable, c'est très manichéen, mais la vie est pas manichéenne. Ouais, hein. ouais, et je te laisse ajuster la sauce, tu sais, toi, maître de jeu chez toi, derrière ton paravent, j'imagine que t'as une belle marge de manœuvre et que ce que j'ai écrit a dû dériver amplement de partie en partie. Donc je m'en remets à tes mains et je suis content d'avoir l'approbation de la old school sur le sujet. Ah, c'est hyper important. Tu fais jouer deux fois la même partie, t'auras jamais le même résultat. Mais c'est ça qui me traumatise, c'est qu'à chaque fois que je fais des tests, j'ai des résultats très différents et j'arrive pas à stabiliser. Je me dis putain, mais quel joueur pour quelle partie, quoi. Ouais. Tu sais, moi je fais partie d'une asso qui s'appelle Les Tisseurs de Rêves. La légendaire. Voilà, bon, légendaire, c'est sympa, c'est sympa. Il y a quand même un grand rassemblement de mecs très compétents dans ce collectif. Et du coup, forcément, il y a des tables identiques, entre guillemets. Hein, Bien sûr. Table de tel jeu qui va être joué 2 ou 3 fois. Bah, les résultats sont à chaque fois complètement différents. Ouais, et ouais. c'est ça qui est aussi qui est génial. Tu passes entre les tables, tu dis, vous en êtes où là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Tu sais, j'ai une déformation qui me vient du métal et des rock bands. J'ai tendance à composer ma table comme un rock band. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais pas prendre 4 chanteurs-chanteuses à ma table. Tu vois, il y a cette personnalité un peu power lead qui aime bien parler beaucoup. Puis on va avoir le soliste aussi, le mec qui fait des interventions à des moments, mais pas tout le temps, et qui s'occupe surtout des quêtes annexes, des alternatives. Tu vas avoir un perso un peu bassiste. Tu sais, il est au fond, il dit vraiment pas grand-chose. Il tient le rythme. Et donc j'ai tendance à voir ma table un peu comme la composition d'un rock band. Je suis en mode 4 bassistes, on va faire un morceau de merde, 4 solistes, ça va être n'importe quoi. Et j'ai l'impression que l'alchimie de la bonne table est quelque chose d'extrêmement délicat. Alors, c'est à toi aussi en tant que maître de jeu de entre guillemets, d'obliger certains joueurs à intervenir. Certaines fois, effectivement, à ta table, tu peux avoir des joueurs qui vont bouffer la table. Ouais. Et ouais, il se sera bien amusé, mais il aura été le seul à s'amuser. Ouais, il écrase un peu la caméra. Il peut écraser. Donc c'est à toi aussi, en tant que maître de jeu, d'aller chercher certains joueurs, de les tirer un petit peu, pour qu'ils se révèlent. Puis il faut avoir des fois le scénario adéquat aussi. Ou en tout cas faire preuve d'adaptabilité. Ouais, moi ma peur finalement est plus le joueur trop passif. D'avoir 4 bassistes. Ça c'est un peu Et là il faut les secouer. Ouais, là, il faut qu'il se passe des trucs, faut que ça explose. Ouais, c'est mon angoisse. Après 4 chanteurs leaders, tu vois, qui veulent absolument. Je suis là, cool, il va se passer quelque chose. Ça me gêne mon. Ouais, c'est pas bon. Au final, il se tire dans les pattes. Ouais, j'ai tendance à voir le rôle de MJ un peu comme un rôle de batteur. Je me sens responsable du tempo quand je suis derrière le paravent. Est-ce que c'est un blues ? Est-ce qu'on trash ? Est-ce que c'est une balade ? J'ai ce sentiment d'avoir la main sur le charlet, tu vois, et d'avoir cette responsabilité-là. Ouais, c'est marrant parce que moi, le jeu de rôle, je le vois un petit peu comme le cinéma. Ok. Voilà. Et donc, tu as tes acteurs, qui sont tes joueurs, mais tu es à la fois le metteur en scène, tu es aussi le scénariste, et tu fais les décors. Ouais. Tu mets tout en place, en fait. Tu mets tout en place. Donc, gros boulot, master. Gros boulot. Ouais, mais hyper intéressant. Et tu vas faire évoluer tes personnages là-dedans. Et le jeu qui représente vraiment ça, pour moi, c'est Deadlands. Ouais, Deadlands. Deadlands, t'as une poignée de cartes qui vont déterminer ton initiative. Et tu vas agir. Et ben pour moi, au moment où tu sors ta carte, la caméra, elle est sur toi. Ouais, bien sûr. Action. Ouais, Action. Je suis super d'accord. Ouais, tu sais que c'est vraiment des grosses influences et je te bénis, tu vois, de m'avoir mis ça dans les mains. C'est vraiment des jeux qui ont changé ma vision de Dernière Lune, qui m'ont donné envie d'amener dans l'Heroic Fantasy de ça. Et en même temps, Dark Horse qui m'a permis de me dire, putain, mais j'ai le droit d'avoir un univers à mystère avec une fin, tu vois, avec un épilogue, avec des trucs à découvrir. Des découvertes, Ouais. c'est ça. Ouais, et je trouve ça très très cool.
Mesdames et messieurs, j'entends le générique de fin qui se pointe à l'horizon. Déjà ah oui, c'est la fin, c'est tragique. Merci à toi, Chocho, mon pote. Cette fin n'est qu'un début. Quel plaisir de l'avoir dans mon studio. Quand j'étais petit, j'aurais fait des pieds et des mains pour qu'il me remarque. Il était le rôliste vers lequel je voulais toute son attention. Aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir eu récemment à ma table de jeu. Il n'est pas impossible qu'on le voit un jour dans un de nos actual play. Les propositions sont nombreuses. Restez attentifs, citoyens de l'unification. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Chochos, des bisous. Au revoir à vous. Ciao, ciao.